Je, je voulais effectivement, ce document est de qualité. Il présente des mises en action intéressantes, mais j'aurais souhaité aussi que ces mises en action puissent se faire, je dirais, sur les structures satellites de notre municipalité. Je pense principalement à Holm-Dome, où il y a eu des décisions de gestion calamiteuses, de travaux de mise aux normes dont il est question depuis 2010 et que rien n'a été fait, qu'il est question de non-respect du droit du travail et de conventions collectives, de vente à perte. Donc les beaux discours, les beaux écrits, c'est bien, mais aujourd'hui, nous avons devant ce dossier un risque de perte d'emploi de plus de 30 personnes. Donc j'aimerais, en l'absence de M. Bonner, que vous nous en parliez et que nous sachions effectivement où nous allons sur ce dossier. Merci, Monsieur le maire. Je suis surpris d'ailleurs que M. Cervantes, qui était à la manifestation lors du conseil d'administration, n'ait pas soulevé le débat à ce sujet. Merci. Madame Maximi, à vous. Oui, nous aussi, on avait quelques questions à soulever au niveau de Holm-Dome par rapport à la libération. C'est pas le sujet. Hein, c'est pas le sujet, mais ça permet quand même de poser des questions sur la méthode, par exemple, qui est employée au niveau de la gestion de l'affaire Holm-Dome. Tout d'abord, une question démocratique. La décision de fermer Holm-Dome a été prise en plein été de manière hâtive, unilatérale, pour ne pas dire arbitraire, et a été annoncée de manière très brutale aux salariés en plein milieu de l'été. Faut savoir aussi que certains administrateurs l'ont appris par voie de presse. Donc je voulais vous demander à quoi servaient les statuts d'une association comme celle-là, si c'est pour que le conseil d'administration n'ait pas été réuni pour prendre une telle décision, et que lorsqu'il a été réuni le 5 septembre, son rôle n'était pas de prendre de décision à ce sujet-là. Et sur la question du dialogue social, nous, notre groupe Front de Gauche, on est assez interpellé par la gestion de l'affaire, et on tient à dire que nous sommes contre la fermeture du foyer Holm-Dome pour plusieurs raisons. L'utilité sociale de la structure n'est plus à démontrer par rapport à l'augmentation de la précarité sur l'agglomération clermontoise, le manque de logements pour loger les personnes les plus précaires, que l'activité du foyer jeunes travailleurs est viable, que le personnel est formé et compétent, et que ces jeunes-là ont besoin d'un accompagnement social spécifique pour les amener vers une insertion professionnelle. Comme ça a été dit aussi en conseil d'administration, il n'y a pas de problème technique lié aux normes pour cette activité de FJT. Et donc on voulait vous demander que vont devenir les salariés. En ce qui nous concerne, on va s'opposer à toute forme de licenciement. Et que vont devenir les résidents concernés? Est-ce qu'ils seront logés? Mais qu'est-ce qu'il en sera des nouveaux arrivants sur l'agglomération clermontoise? Je vous remercie. Merci, madame. Alors, je vais d'abord répondre aux questions qui relèvent du sujet. Ensuite, le Holm-Dome. Le Holm-Dome et le courrier de M. Blanc. Parce que M. Blanc, effectivement, m'écrit des courriers, lui aussi. Vous allez, alors, le Holm-Dome. D'abord, sur le Holm-Dome, je vais vous dire très clairement les choses, et là, je suis sérieux, je réponds à la fois à madame Maximi, à tout le monde. C'est un dossier dont j'ai découvert la gravité en arrivant, dès les premières semaines. Monsieur Brenas, il faut que vous sachiez une chose. Je n'étais pas chargé de ce dossier. Je n'étais même pas, s'il vous plaît, Monsieur Brenas, je n'étais même pas administrateur. Et la gravité du dossier, je l'ai découvert en arrivant. Je l'ai découvert en arrivant et j'ai pris immédiatement la première mesure qui s'impose. Non, mais le problème, c'est que leur stratégie, c'est pour ça qu'il faut bien que tout le monde comprenne. La stratégie, c'est de calomnier. La stratégie, c'est de calomnier en espérant que cette petite musique, au bout de 6 ans, est prise dans l'opinion publique. Je ne vous laisserai pas faire. Et je ne vous laisserai pas faire parce que quand je suis honnête intellectuellement et que je sais comment les choses se sont passées, je n'accepte pas. Alors, c'est très intéressant. Je n'accepte pas, Monsieur Brenas. Oui, lisez-la. Vous savez ce que c'est?
C'est une note blanche de mon cabinet qu'une de mes collaboratrices m'a faite et que votre collaboratrice de l'agglomération a volé sur la photocopieuse qui est partagée. C'est très grave, monsieur Brenat, ce que vous faites. C'est très grave. Donc lisez-la, c'est une note, je suis prêt à l'assumer, c'est une note qui... Mais monsieur Brenas, si vous pensez que la politique, alors là, vous franchissez des limites, si vous pensez, monsieur Brenas, écoutez-moi bien, que la politique, c'est de lire une note blanche que m'a fait une de mes collaboratrices, que la vôtre a volé sur la photocopieuse, le temps qu'elle l'envoie de son ordinateur à la photocopieuse collective, d'abord je vous informe que vous n'aurez plus accès à la photocopieuse collective, on va vous en donner une personnelle, ça vous évitera de voler les notes qui me sont adressées. Maintenant, s'il vous plaît, monsieur Brenas, non, mais... Non, mais vous la donnerez, ça fera beaucoup rire. Oui, ça fera beaucoup rire tout le monde. C'est très grave ce que vous faites, monsieur Brenas. S'il vous plaît, c'est très grave ce que vous faites, monsieur Brenas. Faites attention. Hein. Maintenant, je vais répondre sur le foyer au dôme. Non, je vous dis, vous pouvez la donner à tout le monde. J'assume complètement. Maintenant, je vais vous donner... Monsieur Brenas, s'il vous plaît. Non, mais monsieur Brenas, je peux parler? Je peux finir de répondre sur le Home Dome? Je peux répondre sur le Home Dome? Monsieur Bon, je demande une interruption de séance. Je vais répondre sur le foyer Home Dome. D'abord, donc, j'ai découvert l'ampleur de ce dossier et des différents problèmes dont il était porteur dès mon arrivée. Nous avons découvert notamment que le montage juridique du conseil d'administration était très compliqué, très étrange, et qu'on ne savait pas tout à fait qui était dedans, que la ville était membre du conseil d'administration de façon automatique sans vraiment qu'on sache les choses, et notamment que le maire était de membre de droit dès son élection, etc. Nous avons regardé les choses, nous avons aussi découvert qu'il y avait des problèmes de sécurité très forts. Nous avons découvert qu'il y avait des problèmes de déficit chronique et nous avons découvert ensuite qu'il y avait une activité illégale qui se déroulait dans le foyer Home Dome, illégale au regard non pas de ses missions, enfin c'était pas illégal, mais c'était illégal au regard de la convention qui le liait au propriétaire et de la loi, puisqu'il ne peut pas avoir les agréments pour être à la fois un foyer de jeunes travailleurs et une auberge sociale. Au début d'ailleurs, j'ai pensé qu'on réglerait, qu'on toiletterait les choses. J'ai demandé ensuite un audit. Et je rappelle qu'il y a eu un conseil d'administration. Je rappelle que dans les représentants, l'ensemble des partis politiques sont représentés, y compris le vôtre. Je crois que c'est M. Blanc qui y siège. Et d'ailleurs, dans un souci de transparence, j'ai fourni cet audit à l'ensemble des membres du conseil d'administration. Donc M. Blanc là. Donc ce que vous dites, on est les héros, on a enfin trouvé des trucs, bah oui, ce qu'on vous a donné, c'est-à-dire l'audit, parce que justement on veut gérer ce dossier de façon générale avec tout le monde, parce qu'il est trop important et trop grave. Je dirais en quoi il est trop important et trop grave à mes yeux, notamment au regard de ce que a dit Alain Lafont sur la question des personnels et sur la question des résidents. Donc nous avons fait cela. Le propriétaire, le J-Dôme, nous a écrit pour dire que l'activité qui était illégale devait cesser. J'ai transmis ce courrier au président qui a pris immédiatement, qui a annoncé immédiatement la fermeture de cette activité, oui, unilatéralement l'été, parce qu'il y avait une urgence. Et par ailleurs, il y a une autre urgence, j'ai pas envie de finir au pénal, en prison, parce qu'évidemment, il peut y avoir des grands dangers. Et je rappelle que dans cet établissement, il y a quelques mois, une grande baie vitrée est tombée dans la rue. Ça prouve l'état de délabrement de la structure, et que ça aurait pu tomber sur des gens, et que j'aurais été moi-même mis dans une grande situation délicate en matière juridique. J'ai donc décidé et proposé, le conseil d'administration prendra ses décisions. Je rappelle que par ailleurs, le conseil général et la CAF ont diminué unilatéralement au moment où je suis arrivé de 50% leurs subventions. J'ai décidé de proposer aux administrateurs, quand vous serez en prochain conseil d'administration, de fermer cet établissement qui ne peut ni être rénové, ni être relancé, et qui est surtout dans une situation catastrophique, tant du point de vue financier que du point de vue sécuritaire. Et j'ai donc maintenant
deux responsabilités, ou en tout cas deux soucis. Le premier, c'est les agents. Le second, c'est les résidents qui sont dans la partie foyer de jeunes travailleurs. Nous avons rencontré les autres foyers de jeunes travailleurs de la ville, notamment le Phare et le Corum Saint-Jean, et nous avons vu avec eux, et nous travaillons pour qu'il n'y ait aucun résident qui ne trouve pas de solution. Et en tout cas, on se démène pour que, avant la fermeture, il n'y aura personne dans la rue, nous puissions régler ces problèmes. Nous avons d'autres types d'ailleurs de gens qui sont accueillis, notamment des gens qui sont accueillis, notamment des jeunes mineurs de la protection du département de l'enfance, et j'ai demandé au département de reprendre ses responsabilités sur cette question. Ils sont en train de traiter le sujet. Je ne fermerai donc pas tant que je ne serai pas assuré de cela, mais chaque jour qui passe me met en situation délicate. Et deuxième sujet, c'est les 33 ETP. J'attire d'ailleurs votre attention sur le fait qu'il y a 33 ETP pour moins d'une cinquantaine de résidents, ce qui, en termes de taux d'encadrement, m'apparaît comme pas mal quand même. Et donc, sur les ETP, parce que j'ai dit que je considérais qu'il y avait une responsabilité morale de la ville, de Logidome et certainement des autres partenaires, pour notre part, même si c'est une période de contrainte budgétaire, je ferai des propositions pour retrouver des emplois au moins à une dizaine de personnes, soit à la ville, soit à l'agglomération, soit à Logidome. Par ailleurs, d'autres agents qui ont des compétences et des qualités sont déjà en train de trouver des solutions extérieures, et deux des agents de Home-Dome ont déjà retrouvé du travail ailleurs, et je me félicite et j'espère que ce phénomène va s'accélérer. En tout cas, on pourra les aider. Comment cela a tenu, monsieur Bonas? C'est important parce que c'est pour la question de la fin des salariés. Parce qu'il faudra faire un plan social. Et pour que ce plan social soit réussi, il faudra indemniser correctement les salariés qui n'ont pas démérité dans un contexte au moins de gestion, je pourrais dire au mieux fragile en termes de méthode. C'est qu'il y avait une sorte de trésor de guerre, lié au fait que d'ailleurs le Home-Dome ne payait pas les loyers qu'il devait aux propriétaires depuis de très nombreuses années, et que ce trésor de guerre a servi pendant des années à combler le déficit chronique, que ce trésor de guerre a donc fondu très vite, et que, par ailleurs, il a généré une chose, c'est qu'il y a eu d'autres tentatives. Les précédents responsables ont essayé d'élargir justement à cette fameuse activité illégale, en pensant, en diversifiant les recettes et les ressources, en pensant sortir finalement Home-Dome. Donc je pense que ce sont d'abord des prédécesseurs ont voulu faire de la bonne volonté et trouver un modèle qui permettait de sortir le Home-Dome de la crise. C'est parce qu'aujourd'hui nous savons que nous ne pouvons pas le faire que nous sommes obligés de prendre ces mesures. Sur l'emploi, c'est avec ce fonds que j'espère indemniser correctement les salariés. C'est pour ça que je veux aller vite, parce que chaque mois qui passe, les déficits creusent le trésor que nous avons, et nous aurons moins de facilité à faire l'indemnisation. Voilà le sujet. Pour le reste, puisque vous parlez des courriers, Monsieur Blanc m'a écrit d'ailleurs, m'a écrit le 24 août. Vous vous souvenez de votre lettre, Monsieur Blanc? Vous vous souvenez de ce que vous me demandez? Vous me demandez quoi? Vous vous en souvenez? Non, parce que je voudrais savoir quelle est la position du groupe UMP. Vous me demandez la fermeture immédiate. Ah pardon, les Républicains, oui. Vous me demandez la fermeture immédiate. Ah bah. Oui, c'est ça. La lettre et la signature. Mais la réponse est en préparation, je sais, mais vous me demandez la fermeture immédiate. Il faut qu'on sache ce que vous voulez, en fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas m'écrire des choses et dire devant les caméras le contraire. C'est simplement ça que je vous demande. Ça fait 18 mois que vous êtes aux affaires, vous découvrez ça maintenant. Mais pendant 18 mois, on a travaillé, monsieur. Vous n'avez pas travaillé, justement, vous avez décidé le Covid au mois de décembre seulement. Novembre-décembre 2014. Entre mars et novembre, vous avez laissé s'aggraver les choses. C'est pas vrai.
J'ai lancé, c'est pas vrai, nous avons travaillé en interne, j'ai fait des réunions avec mes services juridiques, nous avons essayé de comprendre le mécano. J'ai même eu ces sujets de conversation avec le préfet, Monsieur Brenas, pendant cette période. Donc s'il vous plaît, là encore, je vous demande, mais j'ai compris que vous n'y arriverez pas. Est-ce que vous allez faire pendant tout le mandat de la calomnie sans cesse? Est-ce que c'est là-dessus que vous allez vous construire? Monsieur Brenas, vous avez même été destinataire de l'étude de l'audit. Eh bien alors, je vous cache quoi? Vous l'avez eu en même temps que moi. Bon, écoutez, Madame Louin, allez-y. Bon, est-ce que moi je voudrais reprendre un peu quelques dates, puisque je crois qu'on est un peu en décalage sur les calendriers. Il me semble que nous avons été élus en avril. Nous avons siégé, nous avons mis en place nos délégations et nous avons donc en juin commencé à prendre un peu la main sur l'ensemble de nos délégations. Les premières réunions qui se sont mises en place ont commencé à se faire en octobre. Donc, à partir de là, effectivement, nous avons d'abord essayé de comprendre comment fonctionnait le conseil d'administration, qui faisait partie de ce conseil d'administration, qui était mandaté, comment les gens siégeaient ou pas, parce que vous n'êtes pas sans savoir, ceux qui avaient déjà siégé dans cette instance, qu'effectivement, c'était pas très clair au niveau de ceux qui votaient et comment les choses étaient mises en place. À partir de là, effectivement, on se retrouve très rapidement au mois de décembre. Au mois de décembre, Monsieur le maire a souhaité, en voyant effectivement les difficultés, et le président, et ceux qui l'entouraient, prendre un cabinet d'audit. Or, vous savez qu'un cabinet d'audit, si on est rattaché à la puissance publique, on ne le choisit pas comme ça, du jour au lendemain, et on est obligé de mettre en place un certain nombre de procédures. Ce cabinet d'audit a été récupéré et mis en place en janvier. Parallèlement, Monsieur le maire a vu avec les pompiers, de façon à ce qu'on puisse avoir une prolongation au niveau de la commission de sécurité qui avait mis un avis défavorable pour le fonctionnement de cet établissement. Donc les pompiers, on a eu une réunion en janvier, on a lancé en même temps et l'audit et on a eu l'autorisation des pompiers d'une prolongation de 6 mois parce que les pompiers ont compris qu'effectivement une audit, ça ne se faisait pas en 3 mois et qu'il fallait le temps que l'audit se déroule et rende ses conclusions. Ça nous a amené au mois de juin dernier. Donc voilà le calendrier. Alors, dire qu'on est resté les bras ballants pendant 18 mois, si vous reprenez le calendrier, vous vous rendez compte que ces 18 mois, ils ont été mis à profit, d'une part pour cet audit qui était complexe, puisqu'effectivement, il y avait d'une part le Home Dome et d'autre part cette délégation de service public avec Saint-Ours-les-Roches. Donc c'était complexe. Au mois de juin, nous avons eu début juillet, nous avons eu la conclusion de cet audit. Au niveau de Logidome, quand nous avons effectivement écrit au président du Haut Foyer Home Dome, nous avons écrit au président au mois de mai. Et le président a transmis cette lettre au maire. Et c'est à partir de cette date-là, en ayant le résultat de l'audit du mois de juin, en ayant la lettre du Home Dome qui avait pris la peine de se renseigner sur le plan national, puisque les offices sont des services juridiques qui ont l'habitude de travailler ensemble sur le plan national, le plan national nous a bien indiqué que nous ne pouvions pas continuer à héberger dans des locaux HLM de l'hébergement hôtellerie sociale. Donc,
c'est à partir du mois de juillet que nous avons eu à la fois le résultat de l'audit, le résultat de l'expertise qui avait été et qui avait confirmé ce que nous avions écrit au niveau de Logidome, et que nous nous sommes retrouvés donc, et Logidome, parce que Logidome porte aussi la responsabilité s'il y avait des accidents ou s'il y avait des problèmes, que nous avons décidé donc de mettre en place ce plan de fermeture, puisque pourquoi il y a eu une diversification de l'activité? C'est parce que cet établissement qui fait 400 lits, qui existe depuis les années 60, 65, 70 je crois, n'est plus aux normes de ce que les gens veulent. Donc, effectivement, il y en a 40, il y a 40 jeunes travailleurs qui sont dedans, mais ceux-là, ils iront beaucoup plus facilement dans des normes actuelles. Et on a vu ça avec le Quorum Saint-Jean, avec les autres établissements qui font de l'hébergement et qui sont modernes, bien équipés et qui correspondent mieux à ce que veulent les gens. Donc faire des travaux pour qu'on remette aux normes, quand on dit remettre aux normes, c'est pas forcément remettre aux normes de sécurité, c'est remettre aux normes aussi de ce que les gens acceptent. C'est un chantier très important qui coûte plusieurs millions et que personne n'est en capacité de payer actuellement. Donc c'est vrai qu'il y a un problème de personnel, c'est vrai qu'il y a un problème de demande, mais on n'a pas perdu notre temps. Au démarrage, personne pensait que l'étude et l'audit donneraient un résultat aussi catégorique dans la nécessité de fermeture. Je comprends, moi, personnellement, en tant que présidente de Logidome, que les salariés aient envie de poursuivre cette activité parce que ceux qui le faisaient bien, sauf qu'on n'est plus dans ce type de service et qu'effectivement, 30 salariés pour 40 personnes qui sont là, c'est absolument pas pensable. Et puis d'autre part, ces jeunes travailleurs, ils n'ont pas besoin d'un encadrement et de restauration comme on leur propose au Home-Dome. Maintenant, ils veulent être indépendants dans un studio où ils ont une kitchenette, où ils peuvent se faire le repas eux-mêmes. Donc on ne correspond plus, si vous voulez, à ce qu'est l'accueil qui est demandé maintenant. Voilà, c'est tout. Monsieur Cervantes. Oui, une première chose déjà pour dire que c'est un peu dommage que ce débat intervienne au détour d'une délibération parce que le sujet est quand même assez grave et que le foyer Home-Dome est quand même une structure qui est importante pour notre ville et qui est importante aussi pour les besoins sur lesquels elle répond. Et donc ça aurait été peut-être bien d'envisager en conseil municipal que nous puissions avoir un débat plus serein que ce que nous avons ce soir en fin de conseil sur cette question. Pour ce qui nous concerne, on ne partage pas tout à fait la décision de fermeture que propose Monsieur le maire. Tout d'abord parce qu'on pense que c'est tout à fait prématuré. Il y a eu un conseil d'administration début septembre visiblement qui s'est conclu par la possibilité pour les salariés d'étudier, pour les salariés et la direction, d'étudier des pistes alternatives et de travailler sur un projet qui recentre réellement les choses sur le cœur du métier du FJT, c'est-à-dire l'accueil de jeunes travailleurs. Et je pense que, notamment au vu des besoins qui existent aujourd'hui, alors je ne sais pas s'il y en a 40 ou s'il y en a 150, nous on a eu l'information qu'il y avait aujourd'hui 150 jeunes qui logent aujourd'hui au foyer Home-Dome. Ce qui serait bien, c'est que avant, parce que aussi l'audit, on peut l'interpréter de différentes manières, et nous on pense que si justement on regarde réellement les besoins qui existent sur cette ville et si on recentre sur le cœur du métier du FJT, avec les investissements qui vont avec, on peut à la fois répondre justement aux attentes des salariés tout de suite sur le site et aussi surtout aux besoins des jeunes qui sont, qu'on le veuille ou non, grandissants sur cette ville. Monsieur Lafont. Oui. Bon, là, le cirque qui s'est passé, bon, franchement, je suis absolument... Oui, le cirque qui s'est passé tout à l'heure, là, je suis absolument écœuré. Bon, on peut faire référence à un certain nombre de documents à condition que ce soit des documents officiels, des prises de position officielles, des choses... Bon, voilà.
hein, ça va. Bon. Mais je voudrais dire la chose suivante, c'est que l'audit, quand même, explique qu'on peut garder le FJT. Et que, donc, vu le problème social, qui est à deux niveaux. Premièrement, le problème de jeunes travailleurs qui ont besoin d'un accompagnement avec un personnel sérieux, compétent, etc. Bon. Et ceux qui en auront besoin demain, hein, parce que, disons, le puits est sans fond, c'est inépuisable, le nombre de jeunes qui ont besoin justement d'être dans un foyer comme ça, avec un accompagnement réel et sérieux. Bon. Donc si on supprime cette structure, ça va poser un problème social profond. Deuxièmement, le problème social du personnel. Bon, parce qu'on va se retrouver là, en fonction de ce qui a été dit, avec 20 licenciements secs. Même bien indemnisés, ça va être... bon, alors, moi, je ne sais pas s'il y en a qui ont trouvé du boulot ou pas, comment ça va se passer, etc. Mais bon, ça va être très difficile. Voilà. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que... Alors, je ne sais pas comment ça peut se passer au niveau du bâtiment, mais nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut garder une structure foyer de jeunes travailleurs. Ça, c'est clair, parce que nous n'avons déjà un manque au niveau de Clermont, donc si on en supprime un, ça ne va pas aller. Voilà. Madame Nouin. Oui, moi je crois, enfin, pour avoir rencontré, si vous voulez, les autres établissements qui font de l'accueil des jeunes travailleurs, je crois que vraiment il y a une capacité qui actuellement sur Clermont existe. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième point, c'est quand on dit que sur le Home Dome, il y a une quarantaine de jeunes travailleurs qui peuvent être relogés, en particulier au Quorum Saint-Jean, dont j'ai rencontré, moi, le président et le directeur. Ces 40 jeunes sont bien des jeunes qui relèvent de la catégorie, pardonnez-moi de parler comme ça, jeunes travailleurs. Il y avait d'autres jeunes qui étaient hébergés, en particulier des jeunes mineurs, qui étaient confiés par le Conseil général, mais il faut savoir aussi que dans des foyers de jeunes travailleurs, on n'accueille pas des publics comme ça différents. On ne peut pas mélanger tous les publics. Ce qui s'est passé, si vous voulez, au fil du temps, c'est que les jeunes travailleurs se sont désintéressés de ce foyer et ont préféré aller dans d'autres établissements. Et donc, le conseil d'administration du Home Dome a essayé, en toute bonne foi, de diversifier les publics pour essayer de faire du chiffre d'affaires, pour essayer de remplir le bâtiment et de le faire tourner, ce qui était normal. Le conseil d'administration, il voyait que le trou se creusait, et donc ils ont accepté de prendre d'autres catégories de personnes qui ne sont pas forcément compatibles les unes avec les autres. En particulier des étudiants. Quand vous avez un foyer de jeunes travailleurs, vous ne pouvez pas avoir plus de 20% d'étudiants. Il y en avait certainement plus. Et puis, il y a comme ça un certain nombre de règles qui s'empilent les unes sur les autres. Et donc, si vous voulez, on ne peut pas continuer maintenant à avoir des publics qui ne sont pas faits forcément pour aller ensemble, parce qu'on ne met pas des jeunes mineurs avec des adultes, c'est très compliqué, hein, ça demande vraiment, et c'est difficile à gérer. On ne met pas de l'hébergement et hôtellerie sociale avec des jeunes travailleurs, parce que dans un logement HLM, c'est pas possible. Donc, si vous voulez, ça s'est mis au fil du temps, et on sait très bien que c'était difficile à gérer, et on savait qu'il y avait ces 30 salariés, mais on ne le savait pas à ce point-là. Et quand on a essayé de faire cet audit a mis bout à bout, parce que l'audit c'était objectif et c'était à l'extérieur, elle a mis bout à bout toutes ces contre-indications. Et c'est pour ça qu'on se retrouve devant cette difficulté tout de suite. C'est parce que cet audit a été fait avec un regard extérieur et que là, eh ben, on a repris les textes, on a repris le fonctionnement de chaque structure et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient incompatibles. Alors, c'est vrai qu'il y a 3 hypothèses qui ont été proposées au conseil d'administration. Elles seront étudiées, ces 3 hypothèses. Mais avoir 2 bâtiments qui ont 400 possibilités d'accueil pour finalement n'en faire fonctionner que 40 ou 50, puisque c'est ça actuellement, les 2 tours, elles sont avec 400 possibilités d'accueil. Il y a 400 chambres. Il y en a une partie qui a déjà été fermée pour des conditions de sécurité.
Pardon? Non, mais attendez, si les commissions de sécurité, disent qu'on ne peut pas fonctionner parce que c'est pas aux normes, vous n'allez pas, les gens en grande difficulté, les loger n'importe comment. Ils ont droit aussi à des logements corrects et pas dans des logements qui sont pas aux normes. Moi, je regrette, je rentrerai jamais dans ce débat-là. Je logerai jamais les pauvres dans des endroits où on ne peut pas loger les autres. Allez, on va clore le débat si vous êtes d'accord. Je vais passer à adopter. Je vous remercie. Passons à l'administration générale et Madame Nouin pour le diapo. Oui, on fait le diapo puisqu'on nous demande de faire des économies. On fait des économies sur les véhicules. C'est pas parce qu'après on n'a pas perdu du temps sur des conneries qu'on ne peut pas montrer les choses intelligentes qu'on a faites. Bien, monsieur le maire.